Le deuxième exemple qu'on peut prendre est celui de l'Égypte. Au XIXe siècle, l'Égypte cherche à se moderniser. Pour ça, elle a besoin de nouvelles infrastructures, de chemins de fer, d'administration ou encore de budget pour son armée. Pour financer cette transformation, elle emprunte massivement auprès des banques européennes. En quelques années, la dette explose avec des taux élevés. Entre les années 1860 et 1875, la dette extérieure égyptienne passe de quelques millions à près de 90 millions de livres sterling. Un niveau immense pour un pays dont les recettes fiscales étaient déjà très limitées. Et une grande partie de ces prêts servaient uniquement à payer les intérêts élevés exigés par les créanciers européens. Pour faire face au remboursement, le khedive Ismaël Pacha fut contraint de vendre en 1875 les parts que l'Égypte détenait dans la compagnie du canal de Suez, soit environ 44% des actions, pour un montant d'environ 4 millions de livres sterling à la Grande-Bretagne, une fraction infime de la valeur économique stratégique réelle de ce passage maritime qui venait tout juste d'être inauguré en 1869. Cette vente n'était pas un choix libre, elle était dictée par la pression des dettes et des échéances impossibles à honorer. Peu après, en 1876, les créanciers européens imposent une caisse de la dette publique, une institution chargée de superviser directement les finances égyptiennes pour garantir le remboursement. À partir de là, l'Égypte contrôle plus réellement ni ses recettes, ni ses priorités économiques. Ces deux cas sont pas des accidents de l'histoire, c'est des modèles. Mais si vous voulez voir la forme la plus aboutie de ce néocolonialisme financier, on peut aussi parler du franc CFA.